Bienvenue à notre exploration en profondeur aujourd'hui. On plonge vraiment dans l'écosystème aérospatial québécois. Oui, On a pas mal de matériel devant nous, des infos d'Aéro Montréal, ça c'est la grappe industrielle, des données, des stratégies du gouvernement, les plans de recherche super pointus du CRAQ oui, le CRAQ, très important. et même un coup d'œil sur la transformation récente d'un joueur clé comme Bombardier. Exact. Notre mission, là, essayer de comprendre ce qui fait la force de ce secteur ici au Québec. C'est qui les joueurs clés? C'est quoi les défis? Parce qu'il doit y en avoir, j'imagine. Puis surtout, comment cette industrie qui est si vitale pour notre économie se prépare pour l'avenir. Exactement. On va aller au-delà des chiffres là, pour saisir pourquoi le Québec pèse si lourd mondialement. Oui, puis saisir aussi les dynamiques internes, tu sais, comment ça marche pour vrai, la collaboration, comment on stimule l'innovation, c'est quoi les stratégies précises pour garder ce leadership. Mhm, Surtout que tout bouge très vite, hein? La transition écologique, le numérique qui débarque partout. c'est clair. Alors, 8 milliards de dollars en 2024. C'est colossal. Vraiment? Puis ça veut dire des jobs, plus de 4300 emplois directs. J'ai même lu qu'un travailleur sur 56 dans la région de Montréal travaille en aérospatial. C'est fou. C'est une concentration remarquable, oui. Puis vous parliez des avions complets, 66,4 pour les moteurs, 52,1 pour les simulateurs de vol. C'est vraiment dominant dans le haut de gamme, là. Mais cette force-là, ça sort pas de nulle part, j'imagine. C'est pas arrivé par magie. Ah non, pas toutes. C'est le fruit d'une longue, longue histoire industrielle. Faut se rappeler qu'il y a des grosses entreprises qui sont ici depuis 1947. Bombardier, même si ça a beaucoup changé, les racines, c'est Canadian Vickers en 1923. Aerodefitech, les trains d'atterrissage 1942. Wow! Fait que cette accumulation d'expertise sur des décennies, ça crée une profondeur assez incroyable. Puis c'est pas juste les entreprises, si je comprends bien. L'encourassement de Montréal, ça joue aussi. Tout à fait. Montréal, on dit souvent que c'est la capitale mondiale de l'aviation civile. Pourquoi? Parce qu'on a ici des organisations internationales cruciales. Comme l'OACI? Exactement, l'Organisation de l'aviation civile internationale qui fait les normes mondiales. Puis l'IATA, l'Association des compagnies aériennes. D'autres aussi, comme CITA, ACI World pour les aéroports. OK. Avoir ces centres de décision ici, là, ça crée un environnement unique. Tu es proche des règlements, des grandes tendances mondiales. C'est fascinant de voir comment cette concentration historique, entreprises et organismes, ça crée un avantage qui dure encore. C'est un terreau fertile, là. OK, fait qu'on a cette concentration, ces gros chiffres, mais on parlait de grappe industrielle, d'écosystème. Ça veut dire quoi concrètement? C'est pas juste plein de compagnies au même endroit. Non, c'est bien plus que ça. Une grappe industrielle ou un cluster, là, c'est un réseau vraiment structuré. D'entreprises, oui, mais aussi de fournisseurs, d'écoles, de centres de recherche, d'organismes de soutien. Mhm. Tous concentrés géographiquement puis spécialisés dans le même domaine. L'idée, c'est que cette proximité, cette connexion, ça crée une synergie. Les idées circulent plus vite, les talents sont là, la collaboration est plus facile. Puis au cœur de cette grappe québécoise, c'est Aéro Montréal qui joue le rôle de... Chef d'orchestre. Exactement. Aéro Montréal, fondé en 2006, c'est eux qui animent la grappe. Ils ont plus de 270 membres. Puis c'est large, hein? Les grosses compagnies, les PME, les universités, les cégeps, les centres de recherche, les syndicats même. OK. Leur job, c'est de mobiliser tout ce monde-là, définir des stratégies. Il y a différents types d'acteurs. Tu peux nous en brosser un portrait rapide? Bien sûr, on peut voir ça un peu comme des couches là, qui dépendent les unes des autres. En haut, tu as les 5 grands maîtres d'œuvre, les OEM, comme on dit. OK, les intégrateurs. Oui. Airbus, avec l'A220 à Mirabel, l'ancien Series. Bombardier, maintenant focus 100% à avions d'affaires haut de gamme, Global Challenger Learjet. Mhm. Bell Textron Canada, leader mondial des hélicos civils, à Mirabel aussi. Pratt & Whitney Canada, les géants des moteurs pour avions régionaux, d'affaires, hélicos. Ouais.
puis CAE, le numéro 1 mondial des simulateurs puis de la formation. Ces 5-là sont des joueurs mondiaux dans leur niche puis leur centre de décision où une production majeure est au Québec. Ça, c'est le top. Puis en dessous? En dessous, tu as une quinzaine d'équipementiers, des fournisseurs de premier rang, des entreprises majeures qui font des systèmes complets pour les avions. Comme qui, par exemple? Pense à Héroux DevTech pour les trains d'atterrissage, Safran Système d'atterrissage aussi, CMC Électronique, Esterline pour l'avionique, les cockpits, Sonaca pour les grosses structures d'ailes. OK. Ces compagnies-là sont super importantes parce qu'elles fournissent des blocs entiers, puis souvent, elles partagent les risques financiers puis technologiques quand on développe un nouvel avion. C'est un partenariat complexe avec les OEM. Puis ensuite, il y a le tissu des PME, j'imagine. Les sources parlent de plus de 230 PME. C'est quoi leur rôle? Est-ce qu'elles suivent le rythme des grands? C'est une excellente question, ça. Ces PME-là, c'est l'épine dorsale de la chaîne d'approvisionnement. Elles sont hyper spécialisées. Oh oui? Dans quoi? Dans plein de domaines, l'usinage de pièces super complexes avec des tolérances minuscules, la fabrication de pièces en composite, les traitements de surface spéciaux, le développement de logiciels critiques embarqués, la conception d'outils, le prototypage rapide, elles sont essentielles. OK. Sans elles, les grands donneurs d'ordre ne pourraient pas assembler leurs avions. Puis pour suivre le rythme, c'est justement un des gros défis. J'imagine. L'industrie demande des investissements tout le temps. Nouvelles techno, certification, numérisation. C'est pour ça que les stratégies de soutien aux PME sont si importantes. On va y revenir. D'accord. Puis il y a aussi le secteur MRO. Ça veut dire quoi, ça? Oui, MRO, c'est Maintenance, Repair and Overhaul. En français, entretien, réparation et révision. OK. Puis c'est le secteur qui s'occupe de garder les avions puis les hélicos en état de voler. Pour les compagnies aériennes, pour le militaire aussi. Ça génère une activité économique stable puis des jobs qualifiés. Et pour lier tout ça ensemble, il y a des organismes de soutien spécifiques? Exactement. C'est un peu la colle de l'écosystème. On a parlé d'Aéro Montréal, mais il faut ajouter le CAMAC. CAMAC. Le Comité sectoriel de main-d'œuvre en aérospatiale. Eux, ils travaillent sur les enjeux de main-d'œuvre, la formation, attirer les talents, un défi majeur en ce moment. Oui, on en entend parler. Il y a aussi le CRAQ, le Consortium de recherche et d'innovation. On va en parler plus tantôt. Lui, il orchestre la recherche collaborative. Puis tu as des centres technologiques comme le CTA ou ceux du CNRC fédéral qui aident les entreprises, surtout les PME, à adopter des nouvelles technologies. OK. Cette infrastructure de soutien, là, c'est vraiment une des clés du succès puis de la résilience de la grappe québécoise. Ça aide tout le monde à travailler ensemble plus efficacement. Parlons justement d'innovation. Les sources sont claires. C'est le moteur. Un chiffre revient. 70 de toute la R&D aérospatiale canadienne se ferait ici, dans le Grand Montréal. C'est énorme. C'est majeur, oui. Puis le CERIAC, ça semble être au centre de tout ça. Comment ça marche au juste? Le CERIAC, oui, c'est un acteur pivot. Son rôle, c'est de monter puis de financer des projets de recherche où tout le monde collabore. Collaborer, c'est-à-dire? Faire travailler ensemble des entreprises, des grosses, des PME, des universités puis des centres de recherche publics sur des défis technologiques communs. OK. L'idée, c'est de partager les risques puis les coûts de la R&D, qui sont très hauts en aérospatial, puis surtout d'accélérer le transfert des connaissances du labo vers l'industrie, là. Puis sur quoi il se concentre en ce moment le plan stratégique 2022-2025 du CERIAC? Ça donne des indices, non? Tout à fait. Ce plan-là, il montre bien les grosses transformations en cours. Il y a 3 grands vecteurs. OK. Premièrement, l'aérospatiale durable. C'est la priorité numéro 1. Comment on réduit l'empreinte environnementale de l'aviation? Ouais, la grosse question. Fait que ça passe par la recherche sur les carburants alternatifs, durables, les SAF, la propulsion hybride électrique ou même l'hydrogène, alléger les avions, optimiser les trajets de vol. Deuxième vecteur? Deuxièmement, la mobilité aérienne du futur. Ça, c'est fascinant. On parle des nouvelles façons de voler, surtout en ville ou entre régions. Comme les drones? Oui, les drones autonomes pour livrer des paquets ou inspecter des infrastructures. Puis les EVTOL, les fameux taxis volants électriques. Et toute la question de comment intégrer ça de façon sécuritaire dans le ciel. Et le troisième? La transformation numérique touche à tout. Conception, fabrication intelligente, l'industrie 4.0, les jumeaux numériques, l'intelligence artificielle pour prévoir la maintenance ou optimiser les opérations, la cybersécurité des systèmes à bord. Donc le CRAQ, il essaie de placer le Québec en avant
de ces trois révolutions. C'est ça l'idée. Leurs axes stratégiques visent à renforcer le leadership techno du Québec là-dedans, mais aussi à favoriser les collaborations intersectorielles. Intersectorielles. Oui. L'avenir de l'aérospatiale va dépendre de plus en plus des liens avec le numérique, l'IA, l'énergie, même l'automobile. Ah, OK. Le CRIOC, CHESP, c'est former les talents spécialisés qu'il faut, puis, point super important, s'assurer que la recherche donne des résultats concrets. Nouvelles compétences, propriétés intellectuelles qu'on peut vendre, puis que les entreprises d'ici soient plus performantes. Ils aident aussi à voir comment on va faire certifier ces nouvelles technologies. La certification, c'est un mot qui revient souvent. Pourquoi c'est si central? Parce qu'en aérospatial, la sécurité, c'est non négociable. Chaque nouvelle pièce, chaque nouveau logiciel, chaque nouvel avion doit passer par un processus de certification hyper rigoureux. C'est long, ça coûte cher. Mené par qui? Par les autorités comme Transport Canada, la FAA aux États-Unis, l'IASA en Europe. Obtenir la certification, c'est la preuve ultime que la techno est sûre. J'imagine que pour les nouvelles affaires comme l'électrique ou les drones autonomes, c'est encore plus compliqué. Exactement. Pour les innovations de rupture, définir les normes puis prouver que c'est conforme, c'est un défi majeur. Ça peut ralentir l'innovation, d'où l'importance d'y penser dès le début de la R&D. C'est très clair. Puis pour accélérer l'innovation, surtout la durable, on parle aussi d'espace aéro. J'essaie de visualiser, c'est quoi? C'est un nouveau bâtiment, un campus? Espace Aéro s'est présenté comme la zone d'innovation aérospatiale du Québec. C'est pas juste un seul lieu physique, c'est plus un réseau qui s'appuie sur 3 endroits où l'aérospatial est déjà fort. Saint-Laurent-Montréal, Mirabel, puis Longueuil. OK, donc c'est réparti. Oui, l'idée, c'est de créer des environnements physiques et virtuels qui favorisent la collaboration puis l'expérimentation, surtout sur la transformation durable de l'industrie. Donc, décarbonation, autonomie. C'est ça, projet d'électrification, d'hydrogène, de drones, d'opérations automatisées, puis la numérisation aussi. Le gouvernement annonçait des gros sous en 2024, 415 millions au total, dont 85 millions du Québec pour développer des infrastructures puis des projets dans cette zone. C'est une tentative de concentrer les efforts puis d'amener plus vite les innovations vertes et numériques sur le marché. Tout ça, ça fait partie d'une stratégie plus large du gouvernement. Nos sources parlent de la stratégie Horizon 2026. C'est quoi ça? Horizon 2026, c'est la mise à jour de la stratégie québécoise de l'aérospatiale. Elle a été lancée en 2021, juste après la pandémie qui avait frappé très fort le secteur aérien. Fait que ça vise la relance, oui, mais aussi à rendre l'industrie plus résiliente puis à assurer sa croissance à long terme face aux nouvelles réalités. Il y avait un budget initial de 334 millions sur 3 ans, 2021-2024, pour aller chercher des investissements totaux publics et privés d'environ 2,8 milliards. Et concrètement, ça mise sur quoi, cette stratégie? Ça semble s'organiser autour de 3 grands axes. Oui. Puis ces 3 axes, ils reflètent bien les priorités qu'on a déjà un peu vues. Le premier? Axe 1. Innover pour l'aérospatiale de demain. Ça, c'est le cœur. Soutenir financièrement la R&D pour développer les technos des futurs avions plus verts, carburant alternatif, hybride électrique, mais aussi pour le spatial. Comment? Ça passe par de l'aide aux startups, financer des gros projets mobilisateurs avec plusieurs partenaires, aider à la certification, encore elle, puis aider les entreprises d'ici à rentrer dans les grands programmes aéronautiques internationaux. OK. Axe 2. Axe 2. Diversifier l'industrie. L'idée, c'est d'être moins dépendant des cycles de l'aviation commerciale qui peuvent monter et descendre vite, comme on le vit avec la pandémie. Comment on fait ça? En attirant de nouvelles entreprises ou des nouveaux mandats au Québec, mais aussi, et c'est un point important, en renforçant la présence québécoise dans la sécurité et la défense. Ah oui. C'est pas déjà gros, ça? Non, justement, en ce moment, ça représente moins de 7 % des ventes de l'aérospatial québécois. Mais c'est des marchés souvent moins cycliques puis en croissance, donc il y a un potentiel vu par le gouvernement. Et finalement, cet axe mise beaucoup sur 2 marchés d'avenir, les systèmes d'aéronefs télépilotés, SATP, le nom officiel pour les drones professionnels, et les technologies spatiales, satellites lanceurs. Il y a du potentiel, là? Les sources citent des chiffres de croissance assez fous. Le marché mondial des drones civils, autour de 14,5 milliards US en 2028, celui du spatial, 485 milliards US la même année. Les douceurs d'excellence sur les drones à Alma, ça rentre là-dedans. Cet accent sur la défense et la sécurité, est-ce que ça risque pas de prendre des ressources ou de l'attention qui irait sinon à l'aviation verte, qui est quand même l'autre gros objectif? Il n'y a pas une tension, là? C'est une question pertinente.
La stratégie semble vouloir jouer sur les deux tableaux. L'argument, c'est que la diversification vers la défense peut amener une stabilité, des revenus qui, peut-être, peuvent aussi aider à financer les investissements à long terme pour le vert. OK. Puis certaines technos de défense, matériaux avancés, systèmes autonomes, cybersécurité, peuvent avoir des applications civiles, même dans l'aviation durable. Mais tu as raison, il faut trouver un équilibre pour que l'objectif de décarbonation reste central. C'est un arbitrage stratégique constant, ça. L'axe 3, renforcer les chaînes de valeur. Là, on revient aux fondations de l'écosystème. Le but, c'est d'améliorer la performance, la compétitivité des entreprises, surtout les PME. Comment? En les aidant à se moderniser, surtout avec la transformation numérique. Automatisation, usines intelligentes, via des programmes comme Essor ou PME en action. De concertation pour ça. Faciliter le transfert des connaissances, avec les départs à la retraite. Mhm. Les sources parlent même de peut-être créer un fonds d'investissement spécialisé pour aider les PME québécoises à grossir par fusion ou acquisition pour qu'elles aient une taille critique pour compétitionner à l'international. Ça donne une bonne idée de la feuille de route. Puis pour illustrer comment une entreprise navigue là-dedans, on a l'exemple de Bombardier. Eux, ils ont vécu une transformation, disons, majeure ces dernières années. Ah oui, Bombardier, c'est un cas d'étude fascinant d'adaptation. Après s'être retiré de l'aviation commerciale, vendu C-Series à Airbus, du CRJ à Mitsubishi, du Q400 à de Havilland, puis du train. Oui, toute une série de ventes. L'entreprise s'est recentrée 100% sur les avions d'affaires. Conception, fabrication, service après-vente. C'est un marché de niche très haute valeur ajoutée où Bombardier a une expertise reconnue mondialement. Leur famille globale, Challenger, Learjet. Puis ils ont même changé leur image de marque récemment pour montrer ça. J'ai vu passer leur nouveau logo, oui. Exactement. En avril 2024, nouvelle identité visuelle, nouveau logo, le MAP de Bombardier, un logo stylisé qui rappelle un avion qui passe le mur du son, puis aussi l'ailette du Learjet. C'est quoi le but de ce changement de look? C'est double. D'un côté, marquer clairement la fin d'une époque puis le début d'un nouveau chapitre, juste dans l'aviation d'affaires. De l'autre, positionner la marque dans l'univers du luxe, de la haute performance techno, de l'ingénierie de pointe. OK. Il vise une clientèle très spécifique, dirigeants d'entreprises, entrepreneurs fortunés, qui ne cherchent pas juste un moyen de transport vite puis efficace, mais aussi un symbole de statut, de confort, de productivité. Mais est-ce que ce recentrage puis ce nouveau branding, c'est assez pour assurer leur avenir? Le marché est compétitif, puis il y a la pression pour l'aviation durable. C'est la grosse question. Le recentrage stratégique, ça semble pertinent, ça joue sur leurs forces historiques. Le repositionnement de marque, c'est important pour l'image dans ce segment-là. Mhm. Mais après ça, leur succès va dépendre de leur capacité à continuer d'innover sur leurs produits performance, confort, connectivité, puis de plus en plus à répondre aux attentes sur la durabilité. Même dans les jets privés? Oui, même là. La pression monte pour utiliser des carburants alternatifs, SAF, réduire les émissions, être plus efficace. Un autre atout qu'ils mettent de l'avant, c'est leur gros réseau mondial de centres de services après-vente. Ah oui. Dans 6 pays, pour supporter leur flotte de plus de 5000 avions en service. Dans l'aviation d'affaires, la qualité puis la disponibilité du service, c'est des arguments de vente majeurs. Fait que l'exemple Bombardier, ça montre bien les défis constants d'adaptation, d'innovation puis de communication dans cette industrie mondiale. Alors, si on essaie de rassembler tout ça, qu'est-ce qu'on retient de notre exploration de l'aérospatial québécois? Pour moi, ce qui ressort, c'est que c'est pas juste un secteur industriel comme un autre. C'est vraiment un écosystème incroyablement dense, intégré. Oui. Avec une histoire riche, une concentration unique au monde d'entreprises, d'institutions, d'organismes. Puis sa force vive, ça semble vraiment être cette capacité d'innover, cette R&D très concentrée ici. Tout à fait. Puis ce qui est frappant, c'est que cet écosystème, même s'il est mature puis leader historique, il est loin de s'asseoir sur ses lauriers. Il est en pleine effervescence, en pleine adaptation. Oui, Face aux défis majeurs, la relance post-pandémie qui est encore là, la concurrence mondiale féroce, la Chine, la Turquie qui monte, l'urgence climatique qui force à réinventer l'aviation verte, puis le défi criant d'attirer et garder les talents spécialisés, il y a une réponse structurée, une stratégie claire qui ressort des documents qu'on a vus. puis cette stratégie, si on la résume en quelques points clés. Essentiellement, ça repose sur 3 piliers qui se tiennent ensemble. Premièrement, l'innovation encore et toujours, mais avec un focus très clair sur l'innovation verte, décarbonation et numérique, IA, connectivité, automatisation.
C'est la clé pour les produits de demain. OK. Deuxièmement. Deuxièmement, la diversification pour être moins vulnérable au cycle, puis pour aller chercher la croissance dans des nouveaux marchés comme la défense, l'espace, puis toutes les applications des drones. Et troisièmement. Troisièmement, le renforcement de toute la chaîne de valeur, du soutien à la performance des PME jusqu'à l'investissement massif dans la main-d'œuvre de demain. Le Québec ne fait pas juste suivre les tendances mondiales, il cherche activement à façonner l'avenir du transport aérien puis spatial. Tout ça, ça nous amène à une réflexion qui va un peu au-delà de nos sources, mais qui découle pas mal de tout ça. Le Québec est clairement en train de jouer un rôle de pionnier dans le développement de techno qui pourrait changer radicalement notre rapport au transport aérien. Comme l'aviation décarbonée. Oui, bien sûr, mais aussi ces nouvelles formes de mobilité. Les drones autonomes pour livrer des choses, ou même un jour peut-être les taxis volants électriques dans nos villes. Si ces technos-là se concrétisent puis deviennent plus courantes, quelle transformation sociale plus large ça pourrait amener? On pense aux avantages, c'est sûr, mais quels seraient les nouveaux défis? En termes de. D'éthique pour les systèmes autonomes, de règlement pour utiliser le ciel à basse altitude, d'acceptabilité sociale, est-ce que les gens vont vouloir de ça? D'intégration dans nos villes. Au-delà de la technologie elle-même, comment on anticipe puis on gère les impacts sociaux de ces innovations qui pourraient un jour faire partie de notre quotidien? C'est une question fascinante, je trouve, qui découle directement de l'ambition qu'on voit dans cet écosystème.